Bonjour, hello à toutes et à tous. Nous sommes à Paris et j'ai la chance et le privilège de me trouver avec Mr. Gary Shaw. Hello, Mr. Shaw. Bonjour. Bonjour. Désolé pour la voix. J'ai parlé toute la soirée. Hier, je commence à perdre la voix. Mais voilà. Ça, il a parlé. Hein. Ah là là, bientôt le film, bientôt le film. Ah là là. Bon, merci beaucoup pour l'interview. C'est un plaisir. Trop. Alors, j'ai quelques questions. Ouais. 15 questions. On va aller vite parce que je sais que tu es occupé. D'abord et avant tout, je dois te remettre le bonjour du collectionneur le plus patient du monde. Mathieu, si tu me regardes, ça y est, c'est fait. Bonjour Mathieu. Le fameux Mathieu, ok. Pour la petite histoire, donc Mathieu, il se reconnaîtra, je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra, est un des plus grands collectionneurs en France, en tout cas des œuvres d'art originales, des différents illustrateurs liés au livre dont vous êtes le héros, et il a une très belle collection. Très belle. Ok, alors, première question. Oui. J'ai entendu dire qu'à l'âge de 2 ans, tu dessinais déjà. Oui. Des choses reconnaissables comme les autos, les voitures. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, je suis toujours dans les choses visuelles. Ok. J'ai commencé à dessiner apparemment des voitures à l'âge de 2 ans. Mais je me rappelle plus de ça. Ah, et tu n'as plus de dessin, c'est ça que je voulais te demander. Tu n'as plus aucun dessin de... De cette époque-là. Ouais. Oh non. Personne n'a gardé cette chose. Non. Oui. Même à l'école primaire, c'était évident. Les profs, ils ont dit oh, il aime bien dessiner, etc. Mais à cette époque-là, mon père était plombier, type très gentil. C'était pas quelque chose dans l'Angleterre des années 50 qu'on a vraiment pas l'idée en tête qu'on peut faire ça professionnellement. Mais voilà. Ah non, c'est marrant. Ouais. Bon, c'est dommage, ça aurait été chouette. D'ailleurs, voilà, tu parlais de ton papa, c'est la deuxième question. Ton papa était plombier, ok, Oui. mais il était aussi collectionneur de meubles anciens, en fait. Ah oui. Ok. Mon père était quelqu'un, un vrai individu, avec une histoire un peu rare pour l'époque. Hein. Sa mère était française, son père anglais. Son père, il a décédé pendant, je pense, la grande pandémie de la grippe après la Première Guerre mondiale. La grippe espagnole. Il était élevé par sa mère à Londres. Et il a passé ses vacances en France avec le famille français. Il a traversé la Manche toute seule à l'âge de 8 ans sur un paquebot. C'est incroyable. À l'époque, on faisait ça. Oui, voilà. Et donc, j'étais élevé dans une atmosphère que j'ai pensé à l'époque, c'était tout à fait normal. Oui, rien d'étrange. Ma mère, elle était un animal nocturne, parce qu'elle était élevée dans une boulangerie à Londres, et ils ont préparé le pain, la pâte, au beau milieu de la nuit, et elle ne pouvait pas réveiller vraiment avant 10 heures du matin. Mais 2 heures du matin, elle est là, vivante. Mais tout ça, c'est un peu bizarre. Mon père, il a retapé une assez grande maison. Elle a fait tout le parquet, chauffage central, etc. Et c'était seulement au lycée que j'ai trouvé quand mes amis sont venus chez moi, etc. Et c'était un peu surpris. Vous vivez comme ça? J'ai dit oui, c'est pas anormal. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais un peu, pas exactement différent, mais particulier, je ne sais pas. C'est un peu comme ça toute ma vie. Je suis un peu à l'extérieur et je regarde à l'intérieur. Je ne suis pas vraiment partie de la société entre guillemets normale. Mais alors du coup,
Voilà. Je peux supposer que tu as été élevé, que tu as grandi entouré de meubles un peu particuliers, avec des styles particuliers, anciens. Oui, oui. Alors, j'ai une question. Ouais. Quand j'avais 10 ans, j'ai acheté donc Le Seigneur des Ténèbres, Light of the Dark. Ouais. Et dans la librairie, le hasard fait que j'ai ouvert le livre, poum poum, et la première illustration de ma vie entière que j'ai vue de toi, puisqu'en en français la couverture n'est pas de toi, de John Jones, c'est Peter John Jones, la première illustration de ma vie entière, c'est cette incroyable serrure, je sais pas si tu te rappelles dans le tome 1, Ah oui, une serrure oui. un peu avec un visage un peu grotesque, un peu... Et ça m'a, je sais pas, ça m'a marqué, ça reste moi une de mes illustrations préférées de tout ce que tu as fait pourtant. Voilà, hier on a regardé... Vraiment? Moi oui, ça m'a marqué, je l'adore. Ça c'est bizarre. J'ai trouvé que beaucoup de les lecteurs de Loup Solitaire, les petits détails que j'ai faits dans les illustrations ont marqué leur vie. Et c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, c'est complètement insoupçonné. Mais voilà, c'est ça que je demande, moi. Est-ce que peut-être, c'est moi qui peut-être gamberge un peu, mais est-ce que dans le fond, le fait que tu étais élevé au milieu de ces styles particuliers, est-ce que ça a influencé ton C'est tout à fait possible. En plus, j'étais toujours fasciné par l'histoire ancienne et je pense que je suis beaucoup influencé par un musée. Pendant ma jeunesse, on a passé nos vacances dans le Essex, dans le sud-est de l'Angleterre. Et quand mes parents, ils avaient l'habitude de faire des courses à une ville qui s'appelle Colchester, il y avait un musée là-bas, musée d'une ville romaine. Ok, voilà. Et à l'intérieur, il y avait plein de modèles en miniature des bâtiments, etc. Donc j'étais laissé à l'âge de 7-8 ans, je ne me rappelle plus, dans le musée, avec les gardiens, tout seuls, ils ont fait les courses, acheté du pain, etc. Et moi, j'étais en train de regarder tous les bâtiments en miniature et à côté des vraies choses comme, voilà, temple romain, et là, les tuiles du bâtiment là, avec l'impression d'une patte de chien ou quelque chose comme ça. Et en quelque sorte, ça restait dans ma vie imaginaire, ma vie intérieure. Les petits détails qui sont en quelque sorte une clé pour rentrer dans un monde imaginaire. Quelqu'un me demandait pourquoi souvent j'utilise un type de cadre pour l'illustration avec quelqu'un qui dépasse le... On va en parler après. Ah, ok. Non, mais on va en parler après. Ok, oui. Et je pense que j'ai quelque part dans ma vie imaginaire l'idée de passer d'un monde réel à un monde imaginaire, ou rappeler en quelque sorte. Et voilà, et ça, des petits détails, c'est une façon de faire ça aussi. Et aussi les maquettes, il y avait peut-être des figurines à côté de ces maquettes. Je me rappelle un marchand de poissons, en train de vendre ces poissons. Ouais. C'est marrant. Donc le musée de Colchester, à quelque part, a un petit peu travaillé ton imaginaire. Je pense, oui. Ça se retrouve en fait dans tes intéressant. Bon, moi, tu sais, moi je suis prof d'histoire de l'art, et notamment j'enseigne le design, et au niveau des meubles, maintenant, est-ce que tu as une préférence pour un style de meuble particulier? Non. Pas spécialement? Non. Tu aimes bien des choses très sobres, ou au contraire avec des détails? Pas très sobre. J'aime bien des choses détaillées, mais nous sommes en train de retaper une ancienne maison en Charente-Maritime. C'est tout un mélange de trucs qu'on a trouvé chez Emmaüs, par exemple, où on a acheté il y a 30 ans en Angleterre, dans les maisons d'antiquité, magasins d'antiquité, etc. Donc, mélange des choses. Ok, merci. Allez, on continue, je sais que tu es pressé, et... Alors, bon, bien entendu, donc je sais que tu as fait l'Académie des Arts, le Beaux-Arts, les Beaux-Arts, et donc tu avais des cours d'histoire de l'art là-bas, donc tu as eu des cours d'histoire de l'art sur les grands classiques, aussi les modernes, j'imagine. Oui. Bon, moi je vais être honnête, moi je suis prof d'histoire de l'art, quand je vois ton travail,
il y a des choses qui me viennent en tête, l'influence de la gravure de Albrecht Dürer, par Ouais, exemple, ouais, 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 Gustave ouais. Doré, si tu connais. Oui, oui. Euh, C'est plutôt dur. Hein. Dürer, ouais. Ouais. Ça se voit, ouais. Parce que c'était bizarre. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de l'enseignement de comment physiquement dessiner. Ah oui. On était supposé de découvrir ça, je ne sais pas, et moi j'ai commencé à regarder les dessins de Dürer, les gravures. Et ça a beaucoup influencé mon style. On le voit, hein, voilà, Albrecht Dürer, mais aussi les primitifs flamands. Moi, parfois, dans tes dessins, on voit Bruegel, par exemple. Ah ouais, cette bonhomie dans les petits détails, dans le gamin qui met son main, c'est pas dans son nez. Le gamin qui pêche, tu m'as montré hier, le gamin qui pêche devant le bateau, là. Tout ça, c'est très Bruegel. On retrouve aussi, alors je ne sais pas si tu connais Hans Memling. Hans Memling, justement, il faisait. Donc il peignait lui-même parfois les cadres. Donc, son tableau, c'est sur planche de bois. Il faut un jour que tu viennes à Bruges voir la plus belle collection de Memling. Eh bien, sur cadre de bois, il peignait des personnages et puis il peignait des détails de ce personnage. Un bout de main, un morceau de cape, un cheveu, un chignon qui sort littéralement des planches de bois et il peignait sur le cadre autour. Il faisait aussi. Mais il peint sur le cadre. Donc là, c'est un peu comme dans ton dessin où on a un pied, c'est très dynamique évidemment, ça donne une espèce de perspective. Et alors aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans tes dessins, c'est que souvent il y a un personnage qui nous regarde. Très souvent il y a un gamin qui traîne, ou tout le monde est occupé à son tour, il y a une scène de rue, etc. Et puis tu as un gamin qui regarde le lecteur, le spectateur en fait. Donc il y a vraiment un lien avec eux. Et ça aussi ça fait très penser à la peinture ancienne. Je ne sais pas si tu sais, mais dans le temps jusqu'à Raphaël, quand on a un personnage qui nous regarde dans les yeux, en fait, c'est un portrait de l'artiste, en fait. Ah oui? C'est une signature. En fait, c'est un autoportrait en général, très souvent, jusqu'au début du XVIe siècle. Et je me demandais si quelque sorte, les personnages qui nous regardent, s'il n'y avait pas un peu de choix là-dedans. C'est possible, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait exprès. Oui, consciemment. Oui, c'est forcément quelque chose qui a rentré dans ma tête et je ne peux pas l'expliquer. Souvent, c'est comme pour le serrure. J'inclus beaucoup de petits détails. Et moi, je dis c'est pour rendre une scène qui est fantastique, c'est plus réel s'il y a un rat dans le coin. Bien sûr. C'est des pieds sont ça. Mais je ne suis pas sûr que c'est complètement cet esprit. C'est pas fait dans. C'est très difficile, pardon. C'est pas fait dans cet esprit-là tout le temps. C'est quelque chose que je fais automatiquement maintenant. Pour rendre quelque chose de plus réel. Quelqu'un m'a dit vous êtes M. Chuck, le roi du crâne. Il y a toujours le débris partout. Une ordure. Tu sais, le Caravaggio, on lui a reproché très souvent, quand il peignait des portraits des apôtres par exemple, parfois tu vois, ils ont des pieds sales. Ou Saint Matthieu, il a un vêtement qui est rapiécé. Et ça, je fais souvent ça. Ça lui était reproché à l'époque, c'était un manque de respect. Mais il disait non, ces gens-là ont vécu, étaient des humains avant de devenir des super-héros. Et ils ont passé du temps dans ce monde. Les trucs sont devenus usés. Et je fais ça souvent. Et c'est ça qui faisait le succès du Caravage. C'est pour ça qu'il avait autant de collectionneurs, parce qu'en fait, les gens aimaient cette proximité incroyable, cette proximité avec la réalité. Quoi. Et donc, les spectateurs se sentaient inclus, se sentaient proches, même si c'était des héros uniques. Et moi, j'ai parfois l'impression que dans ton travail, c'est la même chose, en fait. Moi, je me balade dans un marché, dans tes œuvres. À Rasburg, j'ai vu des dessins qui étaient à Rasburg. Moi, ça me rappelle les marchés, en fait. C'est fait exprès. Ce que tu as montré hier comme dessin, ce que je voulais dire dans l'interview avec les vêtements, tu racontais à Kevin Boyd, je pense, dans une interview, tu racontais qu'il y a un monsieur qui vend des vêtements de seconde main. Donc du coup, ils sont là, ils sont pendus, et éventuellement il y a un personnage, il vient d'en acheter un et il l'a quoi. Il y a plein de petits détails, c'est ça. Je trouve fantastique. Merci. Oui, vraiment. Et parce que ça aide, je trouve, le lecteur, le spectateur à y croire, à faire partie. Donc quand on a des personnages qui nous regardent, on a un pied qui sort, ou le mât d'un bateau, ou la flèche d'une église, d'un bâtiment qui sort.
déjà, l'œuvre vient à nous, mais si en plus c'est très réaliste dans ces anecdotes, mais nous on vient à l'œuvre et donc voilà la rencontre. Ça, c'est pourquoi quand je fais les trucs comme l'armure d'une carrière, par exemple, ça marche. Je déteste les choses qui sont fantastiques, mais pas croyables, irréalistes. Ouais. Ok, merci. Alors, à propos de ça, dernière question, du coup, est-ce que tu as un artiste préféré? J'ai des artistes préférés. Oui, certainement Bruegel, Van Gogh, j'aime bien, mais j'aime bien presque tous les œuvres d'art existants en quelque sorte. Et alors, question délicate, parmi les artistes de fantasy, est-ce que tu en as certains que tu... Je ne dis pas de balancer, ça c'est de la merde et ça c'est... J'aime bien Paul Bonheur. Paul Bonheur, ouais. Ouais. Quelque des choses que c'est quelqu'un complètement différent. Frazetta. Ah oui, Frazetta. Ouais, voilà. Ouais. Très indéceptant. Mais je suis influencé par des choses qui sont bizarres. Je suis en train de chercher un peu de quelque chose de différent pour commencer mon travail pour faire une illustration. Et je regarde quelque chose, une boîte allumée. Et il y a quelque chose, je ne sais pas, quelque chose, il y a un petit navire là, ou quelque chose sur une boîte allumette. Et pourquoi pas je peux mettre un petit navire là, comme ça. Et ça commence avec une détail. Et quelquefois c'est l'inverse. Je commence avec le personnage le plus important, mais on ne sait jamais. Ok.